Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du Littoral Gaspé. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre ancien député Gaétan Lelièvre, qui est maintenant intervenant en développement régional chez LC Conseil. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous aviez un sujet qui vous tenait à cœur, oui. C'est-à-dire le mode de scrutin. Dites-moi tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un mode de scrutin, de quoi est-ce qu'on parle si on doit présenter le sujet? Là? Bien, dans le fond, le mode de scrutin, c'est notre système électoral. Hein? C'est le système par lequel on réalise nos élections au Québec et au Canada. Donc, le scrutin, c'est ça. On parle d'élections. On parle une fois par 4 ans. Quand on a un gouvernement majoritaire, on doit passer par le système de scrutin du Québec, qui est notre système électoral. Donc, ça, c'est la façon dont on structure la façon de voter, finalement. Exactement, c'est ça. Puis là, ce qui est de nouveau, c'est que en février dernier, le gouvernement du Québec, par l'entremise de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, a fait un point de presse à Québec accompagné de Françoise David, qui est l'ex-porte-parole de Québec solidaire, et Jean-Pierre Charbonneau, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, qui était un député du Parti québécois. Donc, la ministre Lebel, avec ces deux personnes-là, a fait un point de presse pour annoncer qu'il y aurait un projet de loi qui serait déposé à l'automne 2019 pour modifier notre système électoral, notre mode de scrutin, donc modifier la façon d'élire nos députés. Donc, présentement, comment est-ce que ça fonctionne? Puis, s'il y a modification, ça changerait de quelle façon? Bon, présentement, de la façon que ça fonctionne, si on veut résumer ça, c'est que dans un comté, le Québec est divisé en 125 comtés, 125 circonscriptions, et il y a des élections dans chacun des comtés, puis c'est le candidat ou la candidate, soit indépendant, soit pour une bannière, un parti, qui obtient le plus de votes, qui est automatiquement élu. Ça, c'est notre système actuel. Là, le gouvernement veut changer cette façon de faire-là pour le remplacer par un mode qu'on appelle proportionnel. Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est que présentement, on va faire un exemple. Présentement, on a 125 députés. Si le parti X, on ne nommera pas de parti, on ne fera pas de politique partisane, le parti X, recueille 10 % des voix de tous les électeurs et électrices du Québec. Disons que sur 8 millions de population, qu'il y a 3 millions de personnes qui vont voter. Donc, si tu récupères 10 % des 3 millions, tu as 300 000 votes, tu as 10 % des votes qui ont été exprimés. Ce que le nouveau système donnerait, c'est que ça te donnerait automatiquement 10 % des voix à l'Assemblée nationale. Donc tu aurais 10 % des 125 députés. Donc, 10 % de 125, ça ferait 12,5. Disons que ça serait, si on prend notre exemple, le parti X a 10 % des voix. Donc, il aurait droit automatiquement à 10 % des députés. Donc, ça lui donnerait sur 125 députés entre 12 et 13 députés. Le problème, c'est que présentement, ou la différence présentement, c'est que tu peux obtenir 10 % des voix, mais à la limite, ne pas être en première position dans aucune des circonscriptions. Donc, à ce moment-là, le parti devient absent. Exactement. Tu as toujours ton 10 % de votes d'obtenus, mais tu n'as pas aucun député qui a été en première position, donc tu n'as pas gagné aucun comté, donc tu as 0 représentant à l'Assemblée nationale au Parlement. C'est ça un peu que le projet de loi veut corriger. Mais ça, c'est pas d'hier. Ça date de 1909, la volonté de modifier le système électoral qui date de 200 quelques années au Québec. Donc, c'est quand même quelque chose qui est revendiqué depuis longtemps par un certain nombre de personnes au Québec, d'organismes, mais on n'a jamais réussi à s'entendre sur la façon de remplacer notre système actuel. Parce que c'est facile à dire, là, mais quand tu arrives dans les modalités... Oui, pour l'appliquer, c'est pas évident. Par exemple, que dans un comté... où le parti X est arrivé deuxième, qui va être au pouvoir en bout de ligne? S'il arrive deuxième partout, dans quel comté on va sacrifier le premier? Bien, la façon que ça fonctionnerait, la réforme, puis là, on parle d'un projet, bien sûr. Tout n'est pas attaché, mais il y a quand même un bon nombre d'éléments qui sont avancés par le gouvernement et par des organismes qui prônent dans ce sens-là. Puis ce qu'on a comme modèle proposé à date, ce serait au lieu de 125 députés élus par la population. Puis là, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Présentement, toutes les circonscriptions ont des députés qui sont élus par leurs électeurs et électrices. Dans le projet de réforme, au lieu d'avoir 125 députés élus, tu en aurais 75 seulement.
et il y en aurait 50 autres qui seraient nommés, non plus élus par la population, mais nommés par les chefs des différentes formations politiques. Pour compenser, pour assurer Pour arriver à cette balance. 125, encore. OK. Mais pour arriver à diviser la carte du Québec en 75 comtés au lieu de 125, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit agrandir énormément nos comtés. Donc, ici, en Gaspésie, par exemple, ça pourrait... Je vais juste revenir sur cette idée-là. Ça veut dire qu'il y aurait des députés aussi qui n'auraient aucun comté? Il y a des députés qui seraient affectés à des... On appelle ça des députés de liste, là, nos 50, là, Ouais. qui seraient nommés par des chefs. Là. Ça, ce serait des députés qui auraient des grandes régions à être responsables. Donc, si on regarde concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire chez nous en Gaspésie? Ça voudrait dire qu'on passerait... En 2011, on avait 4 députés. Il y a eu une réforme, on a tombé à 3 députés. Donc, c'est là que le comté de Gaspé est venu inclure la MRC de la Haute-Gaspésie, Saint-Anne-des-Monts. Ouais. OK? Donc, ça a grandi de près de 100 km le comté de Gaspé. Là, avec la réforme, on tomberait de 3, on passerait de 3 à 2 députés. Donc, en 2011, c'est pas tellement loin, on avait 4 députés, là, on en a 3, puis là, on tomberait à 2 députés. 2 députés, donc si on divise la Gaspésie en 2, ça veut dire que ça pourrait donner un comté quelque chose comme de Gaspé jusqu'à Montjoly. C'est énorme. Mettons qu'on divise la Gaspésie, oui, avec en plein centre, entre une ligne Est-Ouest, ça pourrait être Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, mais comme de Gaspé à Montjoly, quelque chose comme ça, Sainte-Flavie, c'est énorme. Du côté sud, on aurait, mettons, de Percé jusqu'à Montjoly également. Si on divise la Gaspésie nord-sud, bien là, ça ferait quelque chose comme peut-être de Grande-Vallée jusqu'à Bonaventure, qui serait Gaspé, disons, Est, et Gaspé-Ouest, qui serait la balance. Donc, ça donne un immense territoire. Okay? Ça, c'est le premier, je dirais, obstacle, moi, que je vois à une réforme comme ça. Premier inconvénient majeur pour la région, parce que le député serait pris à composer avec un territoire immense. Il ne pourrait pas rencontrer assez son monde. Et les gens, les électeurs, l'effet miroir, les électeurs électrices pourraient plus difficilement avoir accès à leurs députés. Les journées, ils ont rien que 24 heures. Il n'y a pas de miracle. Ouais, on en passe 3 à 4 à Québec comme députés. Il nous reste vendredi, samedi, dimanche et lundi matin dans notre comté. Donc ça, toute la notion d'accessibilité à ton député serait largement réduite. L'autre élément, bon, ça, c'est pour nos 75 députés qui seraient encore nommés, mais dans des territoires beaucoup plus grands. C'est sûr que cet impact-là, en ville, il est moins grand, parce qu'agrandir un comté en ville qui fait 4 coins de rue, tu dis, j'en fais 6 coins de rue à l'avenir, ça ne change pas grand-chose. Tu as encore un accès à ton député. Mais nous, en région, on a des grands territoires, il y a un inconvénient majeur à ce niveau-là. L'autre inconvénient, pour répondre à ta question, c'est les 50 autres députés qui sont, on appelle ça des députés de liste dans le sens que on peut donner notre nom à une formation politique puis dire, nous, si jamais tu as besoin d'un député de liste pour combler les sièges vacants, comme chef, je suis intéressé à être un député de région. Là, on diviserait le Québec non pas en 75 circonscriptions, mais en 8 ou 9 régions. Okay. Présentement, on a 17 régions administratives. La Gaspésie-les-Îles, c'est une région. Là, ça serait en 8 ou 9 régions. Ça voudrait dire qu'on aurait une région qui ressemblerait quelque chose comme de Rivière-du-Loup, même Montmagny jusqu'à Gaspé. On reviendrait un peu à l'ancienne région administrative Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ou encore l'Est du Québec. Vous savez, moi, je m'en souviens, j'étais un peu plus vieux que toi, je m'en souviens en 1988, on s'est battu pour avoir notre région administrative, la Gaspésie-les-Îles, parce qu'on était dans l'Est du Québec, mais on trouvait que nos particularités, nos projets n'étaient pas assez bien défendus. Donc, on a obtenu notre région administrative et là, on reviendrait avec un député qui aurait comme territoire 2 régions, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On parle pratiquement de Montmagny ou de Rivière-du-Loup à Gaspé. C'est énorme. Et ça place ce député-là dans une drôle de situation. Parce que le territoire est tellement grand, nos projets sont tellement distincts, puis souvent même on est en compétition. Prenons un exemple bien concret que tout le monde se rappelle, le dossier Optilab. Hein? Quand le gouvernement antérieur a décidé de transférer la plupart des analyses sanguines, des prises de sang à Rimouski, bien là, ça a eu un impact sur nos hôpitaux. On a moins d'employés dans nos hôpitaux, moins de laboratoires, puis on a centralisé ça à Rimouski. La région de la Gaspésie, les élus municipaux, les acteurs économiques, la population s'est opposée à ça. Bon, c'est pas tout à fait en place encore, mais il y a quand même eu un mouvement dans ce sens-là. On s'est opposé. Les députés, on a représenté notre population, on a défendu les intérêts de notre population, donc on s'est opposé aussi. Plaçons-nous dans une situation où c'est un fameux député de liste qui est de Montmagny à Gaspé qui doit défendre ce dossier-là. Comment il va se positionner? S'il défend la Gaspésie, il va se mettre à dos le monde de Rimouski, parce qu'eux, ils veulent la centralisation de ces services-là à Rimouski. Ils ne sont pas dans la même réalité, c'est ça. Donc, ça fait un député qui va être un député, oui, sur papier,
qui va être dans un grand territoire, mais un grand territoire qui n'aura pas de sentiment d'appartenance. On n'aura pas d'intérêt commun. Donc, ça va être difficilement opérable comme situation, puis ça va générer beaucoup de conflits. Parce que tu ne pourras pas trancher, tu vas toujours dire, si je plais au Bas-Saint-Laurent, je déplais à la Gaspésie. Si pour telle disposition d'une loi, c'est de la centralisation, certaines régions vont être en faveur, mais les régions plus éloignées vont être contre. Donc, ce n'est pas opérationnel dans un grand territoire comme celui qui est proposé. Donc, c'est une réforme qui m'apparaît axée plus vers... Vous savez, on a mis en place beaucoup cette réforme-là en Europe. Mais en Europe, on a beaucoup de populations sur des plus petits territoires, des plus petits pays avec une grande densité. Mais au Québec, on est dans une autre réalité. On a des grands territoires avec peu de population et des disparités, des différences majeures entre les régions. Puis ça, à Québec, qui souhaite cette réforme-là? Bon, à date, il y a eu une décision qui a été prise au printemps 2018. Je siégeais comme député indépendant à l'époque. Et il y a eu une coalition de 3 formations politiques qui ont dit on est d'accord, nous, pour envisager une réforme du scrutin. Toutes les modalités n'ont pas été mises en place. Là. Ce qu'on parle, là, c'est une des façons de le faire. Est-ce que ça va finir comme ça? On verra, mais c'est quand même la façon de faire la plus, je dirais, avancée officiellement par le gouvernement et aussi le directeur général des élections, qui est le grand Manitou qui gère tout ça. Hein? Quelqu'un qui a un travail important à faire. Ça, les formations politiques qui se penchent sur la question, c'est lesquelles? On a 4 formations politiques officiellement reconnues à l'Assemblée nationale. Présentement, on a la coalition, la CAQ, qui est en faveur de cette réforme-là et qui porte le projet justement via la ministre de la Justice. On a Québec solidaire, puis on a le Parti québécois. Et le seul parti qui s'est opposé au moment où on se parle, c'est le Parti libéral. Okay. Est-ce que le Parti libéral va pouvoir tenir le cap encore longtemps? Parce que c'est une mesure qui désavantage beaucoup les régions, moins les grands centres. Et on sait que la présence politique du Parti libéral est avantage sur l'île de Montréal. Donc, il y a comme un malaise à quelque part. Puis la même chose au niveau du Parti québécois. Ça fait drôle, on a le Parti libéral qui défend une mesure qui est dure pour les régions, mais c'est un parti qui est plus présent dans la région métropolitaine. Et on a, par exemple, le Parti québécois qui, lui, est très présent dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, dans les régions. Puis il défend, en tout cas jusqu'à ce jour, une position qui, à mon avis, va être difficile à implanter sans avoir de désavantages majeurs dans les régions. Donc, je crois que la population de ces régions-là, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, devrait normalement être en différent de cette réforme-là. Donc, ça va, dans les prochains mois, nous amener probablement à des situations là, qui vont être à surveiller, ça va, autant au niveau politique qu'au niveau législatif. Là, c'est un dossier qui est important parce que, vous savez, c'est très important le rôle du député. Puis, il faut penser aussi que c'est à partir du bassin de députés que tu vas élire tes ministres aussi. Le Conseil des ministres, là, c'est là que ça se passe. Donc, si on a moins de circonscriptions en région, on va peut-être avoir moins de chances d'avoir des ministres qui viennent des régions. Puis, on connaît toute l'importance et le pouvoir que le ministre a comparativement aux députés. Donc, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'amener cette information-là parce que ça a été annoncé quand même là, officiellement le 26 février et ça n'a pas sorti beaucoup dans les médias nationaux. Vrai. Ça a passé un peu sous le radar, comme on dit. Et vous savez, en politique, là, de la façon que ça fonctionne, quand une formation politique lance une idée, un avant-projet de loi, lance son intention d'aller de l'avant vers l'adoption d'une loi, c'est jamais pour rien que ça se fait. Ça se fait, on veut tester l'opinion publique. Mais là, ça a passé un peu comme, on va dire, entre Gaspésiens, du beurre à la poêle. Fait que ça, c'est inquiétant. Il ne faudrait pas que le gouvernement et les 2 autres formations politiques en faveur de cette réforme-là prennent pour acquis que quand on a parlé, on a fait un point de presse, on a lancé l'idée, on a officialisé le concept, puis finalement, il n'y a personne qui a bougé, ça n'a pas levé dans les régions. Fait que peut-être que pour différentes raisons, ça n'a pas été assez bien couvert, mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'informer la population, informer nos élus, les élus municipaux, les MRC. Je crois que ces gens-là sont nos représentants, puis doivent questionner le gouvernement sur les impacts négatifs d'une éventuelle réforme du scrutin sur notamment des régions comme la Gaspésie, parce que c'est évident qu'on perdrait une grande partie de notre représentation à Québec. C'est un exercice qui a déjà été fait ailleurs au Canada, d'ailleurs. Oui. Il y avait eu des référendums sur le sujet? Oui. L'exercice s'est fait dans 3 provinces à date, en Colombie-Britannique à 2 reprises. D'ailleurs, en 2018, il y a eu un référendum, un 2e référendum en Colombie-Britannique qui a été battu. À l'île du Prince-Édouard, on a tenté à 2 reprises d'implanter une réforme du mode de scrutin et il n'y a jamais eu assez de participation au référendum pour considérer le résultat du référendum valide.
Donc, ça donne une idée que l'intérêt n'était pas là. Et l'Ontario envisageait aussi de modifier il y a quelques années son mode de scrutin et le gouvernement a reculé compte tenu qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. La population n'était pas en faveur, donc ils ne se sont même pas rendus au référendum. Puis ça, c'est important, l'élément que tu amènes, la procédure, parce qu'on a parlé de l'impact. Là. Sur le fond, on perd notre représentation, c'est clair, mais il y a aussi la forme. La façon que le gouvernement annonce sa volonté de mettre en place cette nouvelle réforme-là, c'est sans passer par un référendum. Donc, la population ne serait pas directement consultée, ça passerait via les députés. C'est ce qui est ressorti du point de presse là, de la ministre Lebel. C'est ce qui est dans le reportage, notamment de Radio-Canada, qui est disponible sur Internet. Les gens peuvent vérifier. Et on parle, d'absence de nécessité de tenir un référendum parce que une des raisons qui est invoquée par le gouvernement, c'est qu'il y a 3 partis sur 4 qui sont en faveur de ça. Donc, 3 partis sur 4, ça donne quelque chose comme 75% des députés de ces 3 formations-là qui sont représentés, qui sont censés être en faveur. Et ça, ce serait une majorité assez représentative pour dire on va de l'avant, puis on ne sent pas le besoin de consulter la population. Mais à mon avis, c'est une grave erreur, c'est une grave entrave à la démocratie parce que toutes les provinces canadiennes qui ont voulu aller de l'avant ont reconnu l'importance d'avoir un référendum pour consulter la population. Et là, on semble vouloir éviter le référendum au Québec. Puis même en termes de consultation publique, parce qu'il y a d'autres moyens que des référendums à la limite, même en termes de consultation publique, la ministre, dans ses écrits, dans sa position à date, semble vouloir se limiter à une consultation au niveau des groupes, des associations municipales, par exemple l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités. On parle des grandes centrales syndicales. Donc, on voudrait plutôt consulter les grands partenaires du Québec et non pas le citoyen, l'électeur, l'électrice directement. Ça, c'est du jamais vu là, au Canada. Puis selon vous, ça serait important de passer par un référendum? Là? À mon avis, c'est trop important une question comme celle-là pour ne pas consulter la population par un mécanisme officiel, un mécanisme qui est efficace. Puis à mon avis, partout ailleurs, on a jugé que c'était un référendum qui était le mécanisme le plus approprié. Donc, à moins qu'on puisse nous proposer un autre mode de consultation tout aussi légitime, efficace et démocratique, moi, je pense que le référendum, oui, est éventuellement requis. Puis c'est quand même bientôt, on parle du dépôt d'un projet de loi à l'automne 2019. Donc, c'est important que les gens là, interpellent leurs députés, interpellent le gouvernement, en parlent à leur maire pour dire, écoutez, s'ils sont d'accord avec moi que c'est inquiétant, que c'est majeur, bien, il faut qu'il y ait un signal qui vienne des régions à l'égard du gouvernement, à l'intention du gouvernement pour manifester nos inquiétudes, nos questionnements. Puis l'idée, c'est qu'il faut que, si jamais il y a une réforme du scrutin, il y a quand même des bons éléments qui sous-tendent ça. On l'a mentionné au départ. Le système actuel est loin d'être parfait. Ça, je suis capable de l'admettre. Mais en voulant corriger un problème, il ne faudrait pas qu'on cause des torts majeurs, une fois de plus, aux régions du Québec. C'est de là ma préoccupation. Très bien. Donc, Gaétan Lelièvre, merci beaucoup pour ce tour du sujet. Ça m'a fait plaisir.